مرحبا بكم ساعة في الcinquième EPU, donc enseignement post-universitaire à la faculté de médecine de Monastir. Donc تعرفوا اللي ça c'est une occasion pour nous pour un petit peu découvrir ou ouvrir les frontières de la santé vers les technologies de santé. Donc حبيت نفكر الجماعة راهو احنا déjà ça c'est le 5e EPU, donc حبيت نعمل un petit récap على شنو هما les EPU اللي تعدينا بهم durant chaque samedi. Donc احنا كل مرة نعملوا une petite séance sur les startups de la health tech et sur l'évolution de l'écosystème des startups. Donc je rappelle احنا عملنا le PU الاولاني وقت حكينا على la relation entre les startups et les institutions de santé publiques et privées. Le deuxième EPU اللي عملناه هو c'était la validation et homologation des technologies de santé واليوم باش نزيدوا نتعمقوا فيه أكثر. Troisième EPU عملنا le financement des startups de la health tech. C'était une EPU très très riche avec des pistes de financement pour les startups. الجمعة اللي فاتت عملنا l'écosystème des startups de la health tech. شو هما les composants de l'écosystème. واليوم باش ندخلوا في un cinquième et le dernier EPU اللي هو il aura la thématique c'est le cadre réglementaire des services et des produits issus d'innovation de technologie de la santé en Tunisie, état et lieu et perspectives. État des lieux et perspectives. Donc juste حبيت نذكر c'est quoi cette initiative de l'EPU. C'est une initiative اللي هي تعملت ما بين en collaboration ما بين la Health Tech Innovation et la faculté de médecine de Monastir. C'est quoi la Healthcare Innovation? C'est une initiative regroupant des entreprises, des startups, des entités publiques et privées ou عندهم زاد un think tank اللي هو qui vise à bâtir des ponts entre la santé et la technologie. La vision de la Healthcare Innovation, c'est de créer une brand tunisienne, Inch'Allah, des technologies de santé et valoriser les talents tunisiens afin de l'escaler, que ce soit vers l'Afrique ou vers la MENA. L'autre organisateur de ces EPU, bien sûr, la faculté de médecine de Monastir. Comme vous savez, c'est le prestigieux établissement d'enseignement supérieur. Il est spécialisé dans la recherche scientifique. تحل على les réalités du marché. Il est aussi avancé dans tout ce qui est digitalisation des processus de gestion au sein de la faculté de médecine. Zeda Kif Kif, grâce à l'initiative du comité de direction, ils ont créé aussi un centre de simulation et un smart lab. Les start-upers pour les aider et les assister dans la validation de leur innovation technologique dans le domaine de la santé. Voilà, donc les deux organisateurs. Comment va se dérouler ce cinquième et dernier EPU. Donc tout à l'heure, je vais appeler M. Meher Skhiri, un des panélistes, qui va nous donner une présentation, va nous faire une présentation sur les avantages réglementaires pour les innovateurs, chercheurs en matière de technologie de santé. Bas de cette présentation, on va commencer le panel avec nos trois valeureux panélistes. Je vais les présenter tout à l'heure. Voilà. Et après ce panel-là, je vais comme la parole pour si vous avez des questions. Ça sera interactif. Sans attarder, je vais appeler Simeher Skhiri. Simeher, juste pour نعرف بيه زاد سمير c'est un chimiste de formation. Monsieur Meher occupe actuellement le poste de chef service de valorisation de la recherche scientifique au sein du ministère de l'enseignement supérieur. Donc باش نحكيو هنا على la valorisation de la recherche. C'est un thème très important surtout pour les chercheurs tunisiens. Il s'intéresse aux questions de mise en valeur des résultats de recherche de l'innovation réalisés dans le cadre de programmes de valorisation des résultats de recherche VRP et le projet de recherche fédéré PRF. Voilà, donc مرحبا بك سمير. Donc عندك la parole à toi pour cette présentation. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est pas la première fois que je viens à cet espace pour présenter quelques notions de processus de valorisation des résultats de recherche, transfert de connaissances. À chaque fois, j'essaie d'adapter un peu la présentation selon le contexte et la population cible. Bon, oui, je suis de base un chimiste, mais je suis en train de préparer un master de recherche, management, décision et stratégie.
Et là, je suis en train de voir un peu l'aspect théorique de tout ce qui est management de l'innovation, l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres aspects que j'essaierai de valoriser pour essayer de trouver une logique d'action du chercheur créateur de valeur. Voilà. Donc, j'ai préparé une longue présentation, mais je ne vais pas tout présenter. Je vais essayer d'être bref et être fidèle au temps qui m'a été accordé. Donc, je vais parler un peu des défis prioritaires, des formes de valorisation, les instruments de financement, de l'innovation en Tunisie, des programmes d'appui tels que le VRR, le PRF, mobilité de chercheurs, et j'insiste bien sur la mobilité des chercheurs, et un peu d'aspect protection des propriétés intellectuelles et l'innovation. Donc voilà les défis prioritaires qui ont été arrêtés depuis 2016. Donc on a le 5e point, c'est santé du citoyen. Donc on est intéressé et on insiste beaucoup sur des recherches qui ciblent les transitions démographiques, le bien-être, l'épidémiologie, les maladies chroniques, les maladies nouvelles, la qualité des soins, la gouvernance et économie de la santé, le drug design, développement des vaccins et biosimilaires, et e-health, c'est bien évidemment le télémédecine. Donc, les départements chargés de la recherche-développement au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont bien évidemment la Direction générale de la recherche scientifique, qui ont 4 directions, une direction des structures de recherche, une direction de partenariat international, une direction des études doctorales et la direction des programmes nationaux de recherche qui s'occupe du programme PRF et le programme Jeunes chercheurs. Et aussi la direction générale de valorisation de la recherche d'où je viens. Il y a 2 directions, une direction des structures et programmes de valorisation des résultats de recherche, partenariat avec le monde socio-économique, et une direction des technopoles. Bien évidemment, il y a l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique, qui est une structure d'interface et de promotion de la recherche, et une UGPO, unité de gestion du programme Horizon Europe, ex-H2020, et la dernière, une direction générale, une unité aussi du programme d'appui à la qualité pour tout ce qui est les PAC, les centres 4C, etc. Donc voilà. Pour commencer, j'aimerais bien donner une définition de la valorisation de la recherche. Selon le sénateur Adnou, dit que la valorisation des résultats de recherche est le processus mis en œuvre pour que la recherche ait un réel impact économique et débouche directement ou indirectement sur des produits ou des procédés nouveaux ou améliorés. Ces produits-là doivent être exploités par des entreprises existantes ou créées à cet effet. Donc là, on parle de création d'entreprises ou de spin-off à partir des résultats de recherche. Et bien évidemment, il y a plusieurs formes de valorisation de la recherche. Je suis certain que vous connaissez presque tous, telles que les publications scientifiques, les contrats de recherche-développement, les projets collaboratifs dont j'ai cité le programme VRR, PRF et autres. Les conférences et séminaires et colloques, ce sont aussi des formes de valorisation. La production et diffusion du matériel pédagogique. Nos enseignants-chercheurs sont en train de divulguer et de valoriser leurs travaux de recherche à travers l'enseignement. Et on l'appelle l'enseignabilité de la recherche, ou le paradigme d'enseignement et praxiologie, bien sûr, tout ce qui est pratique de la recherche. La vulgarisation, les brevets d'invention et cession de licence, la création des startups, la mobilité de chercheurs et paquets technologiques, l'innovation et transfert de technologie et du savoir. Voilà, donc j'ai essayé de trouver une trajectoire théorique de modèle d'analyse de valorisation des résultats de recherche dans le cadre de biomédical et création d'entreprises dérivées, donc dans votre secteur. C'est une thèse de doctorat depuis 2005 qui a été soutenue en Canada. Donc, il y a des résultats de recherche financés par le secteur public. Donc, le dilemme du chercheur, c'est publier ou breveter.
Une fois qu'il a publié ses résultats, donc il ne peut plus breveter ses résultats, donc, puisqu'il a détruit la nouveauté. Donc il est obligé de divulguer l'invention auprès de son établissement d'origine. Et puis, il y a une évaluation de cette technologie et son potentiel de commercialisation, si elle est valorisable ou non. Donc, on a deux cas de figure. Soit la technologie doit être retournée aux chercheurs car le potentiel de commercialisation est insuffisant ou faible, ou aussi la technologie retournée aux chercheurs pour revenir pour plus de recherche. Si elle est valorisable, donc, il doit avoir obligatoirement protégé cette invention auprès de l'INORPI, l'Institut national de normalisation de la propriété industrielle et négociation. Et bien sûr, négociation et entente de valorisation avec son établissement d'origine. Toujours le dilemme, c'est quel genre de valorisation? Soit l'octroi d'une licence à une entreprise déjà existante, je reviens à la définition de valorisation de la recherche, ou la création d'une nouvelle entreprise par le chercheur lui-même, c'est la mobilité dans le cadre de mobilité de chercheurs. Donc, il a le droit, le chercheur tunisien, à créer une entreprise tout en restant enseignant, chercheur, fonctionnaire de l'État, mais aussi entrepreneur. Donc, le rôle du chercheur, c'est la négociation de licence parce qu'il a la priorité d'exploitation de ses propres résultats de recherche. Et puis, il peut démarrer son start-up et l'expansion de ses travaux de recherche pour financement d'autres activités de recherche. Donc, il doit rester au laboratoire pour développer des activités de recherche et développer son business aussi. Donc, voilà la source de cette... Le processus de l'innovation au sein de l'université, aussi la dépendance et le degré d'autonomie de l'université dépend aussi de la valorisation des résultats de recherche, de l'acquisition jusqu'à l'impact de ces résultats-là. Donc, on est dans une recherche appliquée, il faut une reconnaissance de chance, et puis la protection de la propriété intellectuelle, ça se passe à travers des contrats de recherche dans l'établissement. Et puis, il y a toujours, on préfère une collaboration publique-privée pour aller à la licence et preuve de concept jusqu'à la création du spin-off. Donc, c'est une externalisation des connaissances et création de valeur, de l'idée jusqu'à la concrétisation. Les instruments de financement de l'innovation en Tunisie sont plusieurs. Il y a qui sont encore fonctionnels et d'autres non. Je parle un peu de ce qui existe au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, tel que le programme VRR ou le programme Collabora avec les technopoles. Il y a le programme post-PFE. Il y a aussi la mobilité de chercheurs, le programme de jeunes chercheurs et bien évidemment la propriété intellectuelle et la protection des brevets d'invention. Il y a plusieurs structures de liaison et d'interface, telles que l'ANPR, les unités de valorisation et transfert technologie dans les centres de recherche, l'API aussi, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, l'INORPI, le CNUST, qui donne l'accès aux bases de données. Il y a les technopoles, les réseaux de pépinières, les BUT, les bureaux universitaires de transfert de technologie. Il y a aussi les centres techniques, les chambres de commerce, les cyberparcs. Et en médecine, il y a l'instance nationale d'évaluation et d'accréditation en santé qui ont un guide méthodologique pour les réflexions sur l'acquisition des technologies innovantes. Et aussi, il y a le Centre d'études techniques de maintenance biomédicale et hospitalière. Il a plusieurs activités, bien évidemment. C'est particulièrement assurer les opérations de contrôle de la qualité des équipements biomédicaux et des installations à usage médical. Les instruments et mécanismes de financement de la recherche, développement et l'innovation existants
gérés par la Direction générale de valorisation de la recherche, les projets collaboratifs, comme j'ai déjà dit, le programme fameux VRR, le transfert de technologie et licence de brevet, la mobilité de chercheurs et la création d'entreprises et le programme Technopole. Voilà quelques textes réglementaires sur la gestion de brevets, tels que la loi numéro 84 de l'année 2000, le décret numéro 2750 de l'année 2001 qui régit le partage des produits d'exploitation des brevets. Donc l'enseignant-chercheur, inventeur, peut bénéficier des royalties grâce à la vente ou à la commercialisation de son brevet d'invention. Ou aussi, il peut exploiter lui-même son brevet d'invention. Il y a aussi l'utilisation de revenus provenant des activités universitaires des établissements qui en relèvent. C'était la loi numéro 67 qui a modifié et complété la loi 89-70 relative à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Donc aussi, ils ont créé un article 29 nouveau qui incite aussi les universitaires à faire des prestations de services et des contrats, de l'exploitation de brevets, des licences, la commercialisation de nouveaux produits et tout ça. Il y a aussi le décret numéro 1182 de l'année 2001 fixant les modalités d'utilisation de revenus provenant des activités des universités et des établissements qui en relèvent. Voilà les fonds compétitifs nationaux de valorisation de la recherche qui sont gérés par le ministère. Il y a le programme PAC Collabora, c'est le projet collaboratif au sein et autour des technopoles. Le programme post-PFE, MFE, c'est un projet de valorisation des projets de fin d'études et de mémoire de fin d'études innovants. Le programme pré-amorçage et séma scientifique d'appui à la création et au fonctionnement des spin-offs, qui est géré par la NPR. Le programme de valorisation des résultats de recherche, géré bien évidemment par la DGVR, dont je suis le chef service valorisation et de traitement de ces dossiers-là. Et le programme de recherche fédéré, géré par la Direction générale de la recherche scientifique, le programme d'encouragement des jeunes chercheurs, le MobiDoc et Postdoc en entreprise géré par la NPR, et finalement le programme tuniso-allemand de recherche entreprise Tout Place Tout. La recherche et développement et la valorisation de la recherche, ce sont les leviers de croissance. Donc, on part de la phase 1 de la recherche académique jusqu'au proof de concept. C'est toujours le secteur public qui finance cette étape. Mais pour le développement technologique, il y a ce qu'on appelle la vallée de la mort. Donc, généralement, on ne peut pas faire sortir des résultats de recherche directement vers le monde socio-économique, d'où la nécessité de collaboration publique-privée. Donc, le secteur privé doit intervenir dans cette phase. L'État aussi met de l'argent, ce sont des capitaux risques. Ce n'est pas évident que le projet réussit ou la solution peut aboutir à des résultats exploitables directement sur le marché, d'où il faut le partenariat public-privé. Donc, en revenant à nos programmes sur la chaîne de valorisation de la recherche, ce qu'on appelle le Technology Readiness Level. Donc, on part de l'observation au laboratoire jusqu'à la validation des systèmes en environnement réel et produits sur le marché. Donc, c'est toujours à partir du TRL 4, il faut une collaboration publique-privée. Et là, on voit les programmes sur la chaîne de TRL. Donc, le PRF peut partir de 2, 3, mais tout ce qui est Collabora, VRR, c'est vers le TRL 4 pour aboutir au moins au TRL 6, c'est-à-dire un prototype dans un environnement démonstratif. Voilà la panoplie de l'écosystème de soutien des mécanismes de financement. Bien évidemment, il y a le ministère de l'Enseignement supérieur et les fonds publics pour tout ce qui est financement de la DGRS ou la DGVR, pour les programmes que j'ai cités tout à l'heure. Mais aussi, il y a de l'autre côté d'autres financements
tels que Technoria ou Biat Labs ou Medinov ou autres, maintenant qui s'intéressent de plus en plus au financement de la recherche scientifique. Donc, je parle un peu du programme de valorisation des résultats de recherche. Donc, si vous êtes une équipe de chercheurs et vous avez un projet innovant avec un partenaire socio-économique pour améliorer la compétitivité industrielle ou agricole, donc, vous pouvez soumettre un projet dans le cadre du programme VRR pour la réalisation de prototypes ou une assistance technique ou pour un financement d'un contrat postdoc ou la valorisation de recherche impactante. Les objectifs du programme, c'est le développement de prototypes conçus dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou l'amélioration substantielle d'un système ou un produit existant qui sera exploité par l'entreprise partenaire moyennant un contrat de licence ou créer une nouvelle entreprise. Et bien évidemment, toujours on s'intéresse à la propriété intellectuelle telle que la protection par un brevet ou une licence d'exploitation et tout ça. Ou résoudre une solution, plutôt résoudre une problématique, apporter une solution qui est soulevée par le monde socio-économique dans les domaines prioritaires concernés par l'appel à projet. Donc, dans chaque appel à projet, on s'intéresse à une thématique spécifique pour développer le secteur spécifique. Donc, l'amélioration aussi de la compétitivité de l'entreprise tunisienne par l'exploitation et le transfert de savoir des résultats issus de la recherche scientifique. Les conditions d'éligibilité, donc le projet doit répondre bien évidemment aux objectifs de l'appel, donc il doit être dans la thématique bien évidemment de l'appel. Il y a aussi une forte potentialité de valorisation, de transfert ou de commercialisation de ce produit. La période maximale de réalisation du projet est de 3 ans et les projets doivent obligatoirement issus des recherches antérieures de l'équipe de recherche. On ne peut pas valoriser des travaux des autres. Donc, ça doit mener de l'équipe de recherche. Et le TRL doit être supérieur ou égal à 4 pour atteindre un niveau de maturité technologique minimum égal à 6. Donc, les conditions d'éligibilité, c'est un financement public pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche public, mais on exige un partenaire socio-économique qui contribue à hauteur de 10% pour avoir la priorité d'exploitation des résultats, bien évidemment, moyennant une licence d'exploitation, et aussi pour inciter et booster le chercheur à développer les activités et réussir le projet. Donc, le chercheur porteur du projet doit être permanent, ayant le grade maître assistant ou grade équivalent. Et l'entreprise, bien évidemment, l'établissement, bien évidemment, doit être public d'enseignement supérieur de recherche ou un centre de recherche. Et toujours une collaboration publique-privée pour qu'on essaye d'impliquer le secteur privé dans les activités de recherche et particulièrement de valorisation des résultats de recherche. Voilà, le partenaire socio-économique peut être une entreprise, bien évidemment, publique ou privée, et les structures d'interface ou d'appui. Même on incite des associations pour être partenaire, mais pas un partenaire unique. Donc, on préfère la pluridisciplinarité et, bien évidemment, plusieurs partenaires pour garantir la réussite du projet. Voilà, le budget alloué dédié pour l'acquisition des équipements scientifiques vraiment nécessaires pour la réalisation du projet, l'assistance technique ou de sous-traitance ou bien évidemment des contrats de recherche ou contrats de prestation de services, quelques frais de déplacement et hébergement en Tunisie pour l'équipe de recherche, la participation aux concours et aux salons internationaux sur l'innovation pour la promotion du produit et des frais d'utilisation de la documentation ou des normes ou autres, et les frais de maintenance des équipements qui ont été acquis dans le cadre du projet.
Voilà quelques chiffres de projets qui ont été financés. Donc, on a financé plus de 140 projets. 28 projets sont dans le domaine de la santé et pharmacie, avec un budget de l'ordre de 2,8 millions de dinars. Le programme PRF, donc, ce sont des projets de recherche fédérés qui ont été mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique depuis 2002. Ce sont des projets fédérés qui sont inscrits dans un programme de recherche unifié ayant pour objectif la résolution des problématiques de recherche de divers aspects en vue d'atteindre des résultats scientifiques et technologiques complémentaires et efficaces. Donc, les projets PRF aussi doivent être des projets pluridisciplinaires, plusieurs structures de recherche avec mise en place d'un réseau thématique avec des partenaires socio-économiques, bien évidemment. Donc, l'objectif du programme, c'est la mutualisation des moyens et des compétences pour créer une synergie entre les équipes de recherche et leurs partenaires socio-économiques, bien évidemment, pour atteindre des résultats concrets, soit des prototypes, soit une stratégie ou plan d'action dans la thématique de l'appel à projet aussi. Et aussi, un autre objectif, c'est résoudre des problématiques de recherche et développement ayant un rapport avec les priorités nationales. Donc, les conditions d'éligibilité, c'est toujours les financements se font à travers des appels à projets pour répondre à un besoin spécifique. Et bien évidemment, il y a les structures publiques de recherche qui doivent être ensemble pour développer et présenter une soumission avec des partenaires socio-économiques, publics ou privés. Les projets sont évalués par le Comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique en attendant la mise en place de la nouvelle instance d'évaluation au ministère de l'Enseignement supérieur. La durée est de 4 ans. Voilà, donc il faut toujours suivre les appels à projets à travers le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, quel que soit pour le VRR, le PRF, autres projets de recherche, développement bilatéraux ou internationaux. Bien évidemment, il faut voir aussi le programme Horizon Europe. C'est là où il y a beaucoup d'argent et beaucoup de financement. Et on est capable de relever le défi et soulever beaucoup de défis dans ce programme. Donc, pour la mobilité de chercheurs, donc, il y a le décret numéro 1573 de l'année 2000 qui définit le cadre réglementaire, les conditions et les modalités pour que le chercheur public peut avoir l'autorisation d'être délégué auprès des entreprises et établissements publics ou privés afin de les assister à créer des projets innovants, ou il peut être mobilisé à plein temps pour son propre compte dans le but de lancer des projets innovants au sein des technopoles et des pépinières d'entreprises ou bien évidemment pour la création start-up. Donc là, c'est un avantage pour les chercheurs tunisiens qui est différent par rapport aux fonctionnaires publics. Donc les autres fonctionnaires publics, s'ils veulent lancer un projet, doivent soit demander un congé création d'entreprise ou mise à disponibilité ou démissionnent directement, mais l'enseignant-chercheur peut garder son salaire, bien sûr, et son activité de recherche, et lancer son propre entreprise en ayant 2 casquettes, fonctionnaire de l'État et entrepreneur. C'est un avantage par rapport aux autres fonctionnaires de l'État et par rapport à d'autres pays aussi. Notre expérience, il y a d'autres pays qui n'ont pas ce privilège pour l'enseignant-chercheur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui peuvent bénéficier de cet avantage sont les enseignants-chercheurs permanents ayant le grade de maître assistant ou grade équivalent. La durée de mobilité est de 2 ans pour lancer son start-up, renouvelable une seule fois. Et après cette période, il doit céder la gérance de l'entreprise ou, bien évidemment, déposer sa démission si les affaires vont bien, donc il vaut mieux se concentrer sur ses business, quoi. Bon, il y a une demande à présenter, un formulaire selon un modèle
à remplir, puis le CV avec un dossier technique de projet et l'avis aussi de là où il va être installé dans le technopole ou une pépinière d'entreprise. Donc, je parle un peu de l'aspect de la propriété intellectuelle en Tunisie. L'INORPI, l'Institut national de normalisation et de la propriété industrielle, gère tout ce qui est propriété industrielle, donc à travers les brevets d'invention, les marques bien évidemment pour les signes distinctifs, les appellations d'origine ou les noms commerciaux, et les dessins et modèles industriels aussi. Il y a l'organisme tunisien de droit d'auteur et de droit voisin qui gère la propriété littéraire et artistique, tout ce qui concerne les droits d'auteur pour les œuvres littéraires, artistiques, le logiciel informatique et le droit voisin qui en découle du droit d'auteur. Et le ministère de l'Agriculture gère tout ce qui est nouvelles variétés végétales. Elle donne des certificats d'obtention végétale. Voilà, donc pourquoi protège-t-on notre invention? Donc, au sens du droit de la propriété industrielle, une invention est une solution technique à un problème technique. Donc, c'est une solution qui peut prendre la forme d'un produit ou un procédé de fabrication nouveau. Donc, une invention, pour les chercheurs, bien évidemment, est le fruit de plusieurs années de travail et extrêmement coûteuse en termes de temps et d'argent. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut protéger, et bien sûr, elle est l'aboutissement d'un grand sacrifice. Donc, il faut protéger ce nouveau-né dans l'univers de la science et de la technologie. Et contre toute exploitation par des tiers, sauf autorisation du titulaire de droit. Donc, les conditions de brevetabilité d'une invention. L'invention doit être nouvelle, c'est-à-dire elle n'existe pas dans l'état de l'art et la technique antérieure. Elle doit avoir une activité inventive, c'est-à-dire n'est pas évidente pour un connaisseur du domaine, et doit être industrialisée, elle doit avoir une application industrielle, c'est-à-dire qu'on peut la fabriquer ou utiliser dans tout genre d'industrie ou agriculture. Donc, pour qu'une recherche aboutisse à une invention brevetable, la règle d'or est la suivante. Il faut toujours commencer là où les autres se sont arrêtés. Donc, il ne faut pas réinventer la roue. Il faut toujours voir l'état de l'art, comme vous faites dans vos travaux de recherche. Et puis, donc, il faut faire une recherche d'antériorité qui vous permet de s'informer de ce qui existe déjà. Et puis, il faut éviter de divulguer vos recherches avant de déposer une demande de brevet. Donc, la documentation de brevet est une source d'information technologique internationale la plus complète, la plus systématique et la plus accessible. Donc, il y a plus de 80% des technologies dans les brevets. Ce n'est pas dans les articles scientifiques. Dans des articles scientifiques, on peut cacher quelque chose. Mais dans les brevets, on ne peut pas cacher. Surtout s'il s'agit d'un brevet publié à l'échelle internationale, donc, puisque les examinateurs vont vérifier s'il peut être vraiment refait. Donc, il y a plusieurs sites de brevets. Et on dit toujours, il vaut mieux savoir tout chercher que chercher à tout savoir. C'est facile maintenant. Avec l'intelligence artificielle et les moteurs de recherche spécifiques, on peut facilement accéder à l'information qu'on cherche. Donc, il y a plusieurs bases de données de brevets, plus que 100 millions de documents de brevets, accessibles et gratuits, parfois dans des articles scientifiques, même chez Kern ou autre, il faut payer de l'argent pour consulter un article. Mais pour le brevet, ce n'est pas le cas, on peut le consulter, on peut le voir, et libre accès. Donc, un brevet est une source d'information technique. Donc, c'est une forme de divulgation de l'innovation et de sa publication aussi. Donc, voilà, l'INORPI, l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, a célébré plus de 100 millions de documents de brevets dans le monde.
La propriété intellectuelle est une forme comme un arbre, donc on peut soit avoir un seul tronc, donc c'est le brevet, mais on peut faire plusieurs contrats, quel que soit contrat de franchise, contrat pour le transfert de secret ou de contrat de licence non exclusive, contrat de cession, création d'entreprise, et tout ça, c'est à travers la propriété intellectuelle. C'est pour cette raison qu'il faut protéger d'abord vos résultats par des brevets. C'est le titre bleu de votre technologie, c'est le titre bleu de votre savoir. Vous avez le monopole de savoir à travers un brevet d'invention. Et personne ne peut déposer le même brevet une fois que vous avez déposé votre brevet à l'INORPI. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'international. Il suffit bien sûr, d'abord commencer par le local. Le bureau local, c'est l'INORPI en Tunisie. Et après, on procède. Nous avons 12 mois pour passer, entre guillemets, l'international. Il n'y a pas un brevet international. Donc, mais le brevet, il est limité dans l'espace et dans le temps. Donc, une fois on dépose une demande de brevet, on a 12 mois pour aller au PCT, Patent Cooperation Treaty, pour examiner réellement le potentiel de commercialisation de votre idée. Il ne faut pas perdre beaucoup d'argent à déposer dans différents pays sans avoir l'utilité et le potentiel de commercialisation du produit dans ces pays-là. Donc, c'est pour cette raison il faut faire une étude préalable pour voir où on doit être protégé pour, bien évidemment, une commercialisation et développement d'activités. Voilà, donc publier ou breveter, le réflexe du chercheur. Donc la publication et brevet ne s'opposent pas. On peut déposer un brevet. Une fois le brevet déposé, on peut procéder directement à la publication. Donc là, on frappe un oiseau, ou deux oiseaux à une seule pierre. Donc, on peut déposer une demande de brevet, publier. Si on fait l'inverse, si on publie, on ne peut plus déposer un brevet. Donc là, vous pouvez avoir, même dans votre CV, deux résultats avec plutôt deux produits de valorisation avec un seul résultat. Un brevet et une publication. Donc, il y a une analyse de brevetabilité et étude de marché. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps ou juste, je vais bientôt finir. Malheureusement, toujours, je prépare des longues présentations, mais j'espère que c'est structure. Donc, on fait toujours une analyse de brevetabilité et une étude de marché. Si on a des résultats brevetables, et il y a un marché, donc facilement, on dépose une demande de brevet et une licence ou création d'entreprise. Si nous avons des résultats brevetables, mais il n'y a pas de marché, il vaut mieux retarder la publication ou le dépôt de brevet pour donner plus de valeur et plus de maturité technologique. Si les résultats ne sont pas brevetables, mais il y a un marché, ce n'est pas très nouveau, donc on peut passer par le transfert de savoir. Si des résultats ne sont pas brevetables et il n'y a pas un marché, donc on peut aller vers la production de la science et une publication scientifique. Donc voilà, si nous avons une invention du chercheur opérant dans le secteur public, comme je vous ai dit, le chercheur a la priorité d'exploitation de ces résultats pour lancer son propre entreprise via le décret numéro 2002-1573 pour la mobilité de chercheurs, ou il peut céder à travers, bien sûr, son établissement vers une entreprise privée. Et là, il peut gagner de l'argent par le partage de produits d'exploitation de brevets, conformément au décret numéro 2750 de l'année 2001. Voilà. Donc, si, bien évidemment, le brevet est le fruit d'une collaboration entre une structure de recherche tunisienne ou étrangère ou un partenaire industriel, il faut toujours signer une convention de collaboration pour préciser les propriétaires
les pourcentages, les charges à payer, les revenus et tout ça dans cette convention de copropriété. Et tout ça. Voilà. Donc, je parle un peu de la créativité, innovation et invention. Donc, la créativité, c'est la faculté à développer face à une situation nouvelle, une réponse originale et adaptée. Donc, c'est générer des nouveautés. L'invention, c'est créer ou concevoir quelque chose qui n'existe pas. C'est matérialiser en produit ou en service cette idée nouvelle. Mais l'innovation, c'est repérer une invention qui crée de la valeur et la socialiser, c'est-à-dire la mettre sur le marché. Donc, la créativité, c'est générer des nouveautés. L'invention, c'est matérialiser en produit ou service. Mais l'innovation, c'est leur trouver un marché. Et bien sûr, le secret de l'innovation, c'est thinking out of the box. Il ne faut pas rester... Non, il faut un peu d'imagination, un peu d'analyse, d'inspiration et de vision et tout ça. Donc, le processus d'innovation pour la créativité, il y a des ressources internes et des ressources externes. On aura une idée nouvelle, il faut la rationaliser. Donc, pour rationaliser une idée, il faut voir sa faisabilité technique et économique et, bien évidemment, le besoin du marché pour avoir une innovation viable. Et quelques projets qui ont été financés dans le cadre du programme VRR dans le domaine de la santé. Je commence par le premier projet de la faculté de médecine de professeur Hamami sur l'amélioration de teneur substances naturelles d'intérêt des huiles d'olive tunisiennes, qualité et santé du consommateur, qui a été financé depuis 2011, et d'autres projets aussi à la faculté de médecine de Monastir, c'est la télémédecine et objets connectés de professeur Mohamed Hadi Bedoui. Et bien évidemment, on a financé quelques projets dans le cadre du Covid, dans la télémédecine, comme Chouflipsi pour l'ANSI, l'École nationale des sciences de l'informatique. La faculté de médecine de Sousse aussi, ils ont eu un financement dans le cadre du Covid. Même l'ISG, un système d'intelligence assistance à des cellules du Covid-19 et d'autres projets avec des nanocapteurs smart pour la détection des virus. Voilà, d'autres projets. Donc, l'objectif de financement de la recherche collaborative et de l'innovation, c'est l'amélioration de la maturité technologique des projets menés par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, la valorisation des résultats de la recherche et le transfert d'une entreprise vers une entreprise existante pour l'exploitation de ces produits ou, bien évidemment, la mobilité de chercheurs pour créer une entreprise à travers ces résultats de recherche. Le renforcement de la synergie entre les acteurs de l'innovation et contribuer à la création de produits de haute valeur ajoutée, puisque ces produits-là sortent de la recherche scientifique. Donc, quelques domaines innovants dans la technologie médicale. Je cite l'impression 3D, l'immunothérapie et la réalité virtuelle aussi, qui est utilisée dans la médecine, l'intelligence artificielle, les big data, la nanotechnologie et bien évidemment les applications mobiles et e-health pour tout ce qui est à distance. Quelques contexte actuel de création juridique pour les entreprises. Il y a la loi numéro 69 de 2007 relative à l'initiative économique, la loi numéro 71 2016 relative à la loi d'investissement, la loi relative au Startup Act qui est en cours d'être améliorée. Et bien évidemment, la nouvelle loi des entreprises sociales, la loi ou le régime entrepreneur, auto-entrepreneur et la loi économie sociale et solidaire. Et la loi relative au crowdfunding, c'est le fonds participatif. Voilà quelques détails. Je vais vous laisser la présentation. Donc, concevoir un projet en cette étape, il faut définir les objectifs du projet,
déterminer les résultats attendus, identifier les risques et les contraintes, affiner sa stratégie, étudier un budget prévisionnel, créer un plan d'urgence et de poursuite d'activité et documenter ses jalons du projet. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.